El mondo ríe, Wait mana ini ay tipinuae Tahiri mo ay timata imara amue Merci France. Nous passons la parole au dernier intervenant de la matinée. Très heureux de dire deux mots. Mathieu Acco, c'est un peu le local du colloque. Mathieu Acco est professeur de philo au lycée Malraux et il se trouve, pour des raisons un peu particulières que j'ai pu découvrir, son niveau de professeur et son écoute, et voilà, et je suis extrêmement heureux qu'il ait accepté de participer à ce colloque. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour participer à la réflexion autour de cette thématique. Je suis un petit peu désolé de ne pas avoir pu assister aux différents événements de la semaine. J'imagine qu'il s'est dit et qu'il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de liens ont été tissés. Alors, bon, vous n'imaginez pas à quel point le sujet que je vais aborder est glissant, savonneux, compliqué, pour une raison qui est enfin, d'abord parce que c'est un garçon qui parle. Donc, c'est la question que je me suis posée au départ, hein, quelle légitimité j'ai à parler au nom des femmes, de la femme, d'être femme d'ici et d'ailleurs. Enfin, donc au début, j'ai refusé. Et puis, tu m'as un peu poussé malgré tout. Et il se trouve qu'il y a un événement qui m'y a poussé aussi, c'est que je participais à un collectif à Bayonne, féministe, par rapport à un événement de prière de rue contre l'IVG, etc. Et puis les hommes présents dans la salle se sont fait agresser par les femmes, disant « mais de quel droit vous parlez au nom des femmes, du droit des femmes, c'est nous qui accouchons, donc nous sommes les seuls à savoir de quoi nous parlons, et si nous avons des droits à défendre, c'est à nous de les défendre. » Donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, parce que il se passe quand même quelque chose, quoi. Et alors, je crois que ce qu'on vient d'entendre va dans le sens, en plus de la complexité du sujet. Je crois que la formule était du coup bien trouvée. Y a-t-il un esprit féminin? Parce que la question, c'est pas de savoir s'il y a des hommes ou des femmes. En fait, c'est là que la théorie du genre, tout ce qu'on dit en ce moment sur le genre est tout à fait pertinent. La question, c'est pas de savoir s'il y a des hommes et des femmes, sachant qu'en plus, la nature produit beaucoup plus de diversité que cette fonction binaire. Donc, même la nature est plus riche que cette vision biologique simple. Mais en plus, la culture produit effectivement une variété de comportements qui font qu'on peut être femme et très mec et homme et très féminin. En fait, c'est possible. Donc, du coup, ça se complique. Et quand on se plonge sur la question, on s'aperçoit que la tradition occidentale est non seulement binaire, mais extrêmement hiérarchisée. C'est pas seulement deux points, c'est un qui est le point important, et puis l'autre qui est quasiment un sous-genre du deuxième. Et en me replongeant dans les textes, que ce soit de la mythologie ou des textes religieux, on s'aperçoit que les femmes ont vraiment... il y a une diversité, hein, puisque Pandore est extrêmement curieuse, les furies sont colériques, les déesses sont jalouses, etc. Il y a différents comportements, mais par contre, ils sont tous négatifs. Ils ont un point commun, c'est qu'ils sont toujours négatifs. Et Ève, par excellence, est la femme transgressive, elle transgresse la loi, elle est tentée et tentatrice, elle est fauteuse, etc. Et du coup, c'est compliqué, sachant qu'en plus, la science n'est pas neutre, hein. La science, c'est la science des hommes. La science des hommes a confirmé ces positions-là. C'est hallucinant de lire les textes du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, hein, qui commencent à aborder la physiologie féminine et à expliquer que si les femmes sont ce qu'elles sont, c'est parce qu'elles ont un corps qui est défaillant. Elles ont un corps qui est trop sensible, des systèmes nerveux qui sont trop fragiles et qui produisent une sensibilité et donc des affects qui sont catastrophiques. Donc il faut vraiment s'en prémunir. On aura peut-être l'occasion de parler un peu de Freud, mais
la grande découverte de Freud, c'est de s'apercevoir que cette étymologie de l'hystérie, vous voyez, l'hystérie, c'est-à-dire les maladies psychologiques des femmes, était liée à l'utérus. Donc, c'était inscrit dans le nom de la maladie que c'est parce qu'elles avaient une physiologie particulière que ça produit cette espèce de folie qu'on ne comprenait pas et qui était incontrôlable. Donc tout ça crée un environnement qui est assez inquiétant. Et puis on n'est pas aidé par les philosophes, puisque je vais en prendre qu'un qui est quasiment un local, Montaigne, le plus local des philosophes. Avec toute sa sagesse, il peut écrire « Une femme est assez savante quand elle sait faire la différence entre la chemise et le pourpoint de son mari ». Vous voyez, ça donne... Entre la chemise. Si même Montaigne en arrive là, c'est que vraiment il n'y a pas grand-chose à sauver. Et alors on se retrouve face à deux options. Celle qui a été globalement admise, qui a une certaine efficacité, c'est de nier la diversité au nom de l'égalité, au nom du droit, de la morale, et de dire, bon, maintenant il n'y a plus que des sujets, il n'y a plus qu'une humanité, et nous appartenons tous à l'humanité. On voit ce qu'on gagne avec cette proposition, puis on voit ce qu'on perd aussi. Je parle aussi pour le monde de l'art, le théâtre, le jeu, etc., qui ne fonctionne bien que s'il y a de la différence. S'il n'y a pas de différence, alors on ne peut plus parler, quoi. Enfin, il y a des inégalités, mais c'est pas très riche. Voilà. Donc, le politiquement correct va dans le sens de ce nivellement, on va dire. Et puis une autre option qui est plus difficile et qui est inscrite dans le thème de ce colloque, être femme d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y aurait une spécificité. Une spécificité, et donc qu'il faudrait reconnaître une altérité. Il y a un autre de l'homme, c'est la femme, et il y a un autre de la femme, c'est l'homme. Vous voyez que la pente est plus compliquée. Mais on en est là, sachant que, là je m'appuie sur un ouvrage que je vous recommande, même si il a une pente étonnante, qui est celui de Jean Cournu, qui s'appelle « Pourquoi les hommes ont peur des femmes ?» qui part de l'idée que si les femmes ont eu cette position marginalisée dans tous les aspects de la société, hein, l'art, la culture, la politique, la science, etc., ça n'est pas parce que les hommes étaient plus puissants, mais c'est au contraire parce qu'ils se sentaient fragiles et qu'ils ont dû faire en sorte de se prémunir de la puissance des femmes. Ce retournement est assez étonnant, surtout qu'à l'intérieur de l'ouvrage, finalement, ce sont les hommes qui ont eux-mêmes peur de leur propre féminité. Donc ils ont projeté sur les femmes la part de féminité qu'en eux, ils voulaient réprimer. Voilà sa ligne, qui n'est pas inintéressante. Donc Jean Cournu, Pourquoi les hommes ont peur des femmes. Et il dit, on dirait que pour les hommes, il n'est pas pensable qu'existent deux sujets différents l'un de l'autre. Il ne peut y avoir qu'un seul sujet, et il se constitue du refus de la différence sexuelle. Voilà sa proposition. Donc je vais m'en servir de guide un peu pour faire une espèce d'historique et puis voir comment on peut essayer de s'en sortir. Donc l'idée, voilà, c'est de vous proposer un point de départ qui est connu à peu près de tous, qui est Adam et Ève chassés du jardin d'Éden par le peintre Masaccio. Donc là, on a une peinture extrêmement classique sur un thème classique. Je vous ai mis la version restaurée tout récemment, et puis la version de l'église avec pour les naturistes en nous, les nudistes dont nous avons parlé, c'est-à-dire la petite feuille en plus qui ajoute un interdit par-dessus, des pères de l'église. Ce qui est étonnant dans ce tableau, c'est qu'on pourrait dire, bon, au moins à l'origine, d'accord, peut-être qu'il y en a un qui a été tenté, puis l'autre s'est fait remarquer, etc. Mais les deux ont honte. On a l'expression ici d'une honte, puisqu'il se cache, sauf qu'on voit que l'homme se cache le regard et que la femme se cache le corps. Voilà une vraie différence frontale entre eux. D'accord, les deux ont été chassés, mais finalement, la honte qu'ils éprouvent n'a rien à voir. L'homme, il a une honte intérieure. Il a la honte de la déchéance, il a fauté, il était la créature préférée de Dieu, et puis voilà, le voilà jeté dans l'opprobre. La femme, elle, a honte de son corps. Elle n'a pas une honte qui serait morale, une honte qui serait psychologique ou mentale. La honte de la transgression, non. Elle a honte d'être visible. Elle a honte qu'on puisse la voir.
Alors, évidemment, quand ils mangent le fruit les deux mangent le fruit de la connaissance, qu'est-ce qu'ils connaissent? On pourrait penser qu'ils vont connaître les mystères de l'univers, du cosmos, des comètes, etc. Non, le fruit de la connaissance, ça donne comme production qu'ils se virent nus. Donc c'est quand même faible comme connaissance. Mais l'effet immédiat, c'est que ils ont honte d'être visibles, et la femme, elle a honte de son corps, et c'est ce corps-là qui va poser problème en fait dans toute l'histoire de la culture. C'est-à-dire que les femmes auraient un corps particulier qui produirait un être, des affects, une sensibilité, des comportements qui vont être absolument répréhensibles et qui vont être dangereux pour l'homme. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, à l'Assemblée nationale, on a reproché à Najat Belkacem qu'on puisse voir un tout petit bout de son soutien-gorge. Ça a été un scandale à l'Assemblée nationale en 2017. Donc le problème est toujours présent, très clairement. Et donc, ici, on a une séparation donc, très claire entre, d'un côté, les femmes et les hommes, d'un côté, l'esprit, l'homme se cache, donc le miroir de l'âme, le regard, et de l'autre, la femme qui, elle, a un corps, et n'est finalement qu'un corps, elle n'a rien d'autre à cacher qu'un corps, et c'est la séparation qui va se faire et qui nous conduit paradoxalement, si la question est y a-t-il un esprit féminin, à dire d'abord non, il n'y a pas d'esprit féminin, puisque la femme n'a pas d'esprit. C'est ça la position la plus radicale qui va articuler le discours quasiment jusqu'au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que l'homme a un esprit au sens où il a une âme, il a une intelligence, une raison, il peut donc, on peut faire de la philosophie, on peut faire de la science, des mathématiques avec les hommes. Les femmes, elles ont des émotions, elles ont des affects, elles ont des émotions qui sont déterminées par leur corps. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas faire plus hiérarchisé dans le... Donc c'est ce qui fait qu'on va exclure les femmes, on ne peut pas... éventuellement en discutant, les éduquant, les instruisant, les faire rentrer dans le monde de l'esprit. Non, puisque leur corps empêche ce processus-là. Donc on a ici un exil qui est incroyable, enfin, qui est frontal et extrêmement violent. La philosophie n'aide pas là encore. Je prends le grand Aristote, vous voyez, le scientifique, etc. Je vous donne juste une phrase, donc il parle de biologie, puis à un moment il parle de la femelle masculine, la femelle humaine, et il dit la part de la femelle, dans l'engendrement, dans la naissance, la part de la femelle, ce qu'elle apporte, est un résidu qui possède toutes les parties en puissance sans en avoir aucune en acte. Elle apporte de la matière. En revanche, le mâle est comme le moteur et l'agent. Donc la femelle, alors c'est vrai que c'est elle qui engendre, ça pose un problème parce que du coup il va bien falloir faire avec. Et les Grecs ont quand même tout tenté pour faire sans. Vraiment, c'est-à-dire que dans la filiation, c'est une institution culturelle, c'est-à-dire dans la filiation, dans le rapport entre maître et disciple, dans le rapport politique, etc. L'important, c'est pas le fils biologique. L'important, c'est celui que vous choisissez, que vous élevez, avec qui vous allez avoir une relation de type particulier et choisi. Alors que tout ce qui concerne la nature, c'est pas choisi, quoi. Institution qui va aller très loin. Si vous voulez, les Romains vont le garder. J'ai eu l'occasion d'en parler avec des élèves il n'y a pas longtemps sur le choix des empereurs. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, est le 5e empereur qui n'est pas le fils de l'empereur. C'est-à-dire que les empereurs choisissaient parmi les officiers ou leurs généraux des enfants qu'ils repéraient vers 8, 9, 10 ans et dont ils se disaient celui-là fera un très bon empereur. Donc ils l'adoptaient ou faisaient adopter et ensuite par adoption il devenait le fils adoptif empereur. C'est une tradition qui va être conservée jusqu'au 15e, 16e siècle. Vous voyez le grand Michel-Ange dont on parle. Michel-Ange est un enfant adopté. C'est-à-dire que c'est un petit tailleur de pierre d'une dizaine d'années qui est repéré par un Médicis dans la rue. Ils disent mais il a un talent incroyable, on va le ramener au palais Médicis et il sera élevé avec un cadre choisi et il deviendra le grand... Sinon, vous n'avez qu'un tailleur de pierre et vous perdez un individu. Enfin, je rappelle ça parce que quand on a eu toute la discussion sur le mariage pour tous, un enfant, c'est une famille, c'est un papa, une maman, etc. Pour un grec ou un romain, ce truc-là n'a aucun sens. Cette idée que la bonne filiation, ce serait la filiation biologique, naturelle, qui fonctionne comme ça. Ce sont des institutions, ce ne sont vraiment que des institutions, il faut bien le rappeler. Et donc, ici, on a, malgré les cas des muses, des déesses, des sorcières, des héroïnes, tout un tas de cas, finalement, une essence, la femme, l'essentialisation, comme on l'appelle, la femme, c'est bien le pire de ce qui
pour exister, mais malheureusement, il va falloir faire avec. C'est un peu pour elle la situation. Ce qui... bon, alors je passe vite sur ce tableau classique qui montre bien cette séparation. Hein. Les hommes du côté de la patrie, donc c'est l'idéal de la patrie, du patriotisme à ce tableau. Donc les patriotes, courageux, prêts à mourir pour la cité. Et puis de l'autre côté, les femmes qui sont dans l'émotion et qui sont tristes. Et elles sont tristes parce qu'elles vont perdre leur mari ou que leurs maris vont se battre contre leurs frères. Donc catastrophe, donc émotion, raison, l'idée est claire. Malgré tout, si on regarde par exemple dans ce tableau de Jacques-Louis David, on s'aperçoit de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que la distribution ne se fait pas simplement entre les garçons et les filles, ou sexe masculin, mais qu'il y a du féminin chez les hommes, ici, donc ils sont dans l'émotion en fait, ils sont tristes parce que Socrate va mourir. Socrate leur explique qu'il n'y a pas à mourir puisque nous vivons pour les idées et que les idées vont continuer et qu'il va aller au paradis et continuer à discuter avec les grands esprits. Donc il est condamné à boire la ciguë, il va mourir. Et il y en a qui sont masculins, entre guillemets, au sens où ils sont prêts à vivre dans le monde des idées. Et finalement, Socrate ne meurt pas vraiment. Et puis, ou c'est ce qu'il y a à faire, donc il ne fait que son devoir. Et puis les féminins, donc par exemple celui qui est en rouge et qui tient la coupe, qui lui est ému et il a honte d'être ému. Vous voyez, donc qui cacherait la part de féminité en lui si on reste dans ce cadre-là. Mais c'est bien la ligne. Sachant que la femme de Socrate donc, part dans l'escalier à gauche, Xanthippe, qui elle est chassée, elle n'a même pas à rester là et à se cacher, elle n'a pas sa place ici, donc elle doit partir. Xanthippe, dont Socrate disait, parce qu'elle était caractérisée comme une harpie, elle était insupportable, elle faisait plein de sales tours, et tout le monde lui disait, mais pourquoi tu restes avec cette femme-là? Et il disait, mais c'est comme un entraînement, si jamais j'arrive à rester philosophe avec cette femme-là, alors je serai le plus grand des philosophes. Voilà, elle sert quand même à ça. Quasiment mon expérience d'enseignant conduirait à la position inverse, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les filles sont meilleures à l'école, pour tout, elles sont plus studieuses, elles sont plus appliquées, etc. Mais il faut quand même des garçons, parce que sinon ça fonctionne moins bien. Donc là, ça n'a que des filles, en fait, c'est problématique. Donc il faut des garçons, mais les garçons, ils servent juste à faire en sorte que les filles soient meilleures. Voilà, mais sinon, c'est un problème, en fait. Et puis... Et donc, le troisième moment qu'on voit, enfin, qui serait la conclusion de ça, c'est le moment dans lequel nous sommes ici, on va dire le monde des intellectuels, penseurs politiques, c'est ce qu'on appelle les gender studies, c'est-à-dire que la question, c'est plus les hommes et les femmes, mais en fait les genres, et cette diversité des genres produit en fait tout un tas de cas dont hommes et femmes ne sont qu'une des catégories. Et du coup, c'est Judith Butler, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Judith Butler, qui envisage le genre comme une variable un peu fluide, flottante, et qui change en fonction des contextes, et qui sont des contextes de rapports sociaux. Voilà pour la situation. Sachant que, finalement, la sexualité, maintenant on sait que la sexualité, elle aussi, est culturelle. Donc, en fait, on ne peut même pas réduire le genre à la sexualité, parce que la sexualité est encore un produit de la culture, qu'on n'a pas de recoupement clair entre hommes et femmes, et puis que, finalement... le rapport entre hommes et femmes fonctionne vraiment comme un différentiel au sein d'espaces qui sont historiques, qui sont sociaux, etc., qui sont toujours singuliers et donc qui fonctionnent différemment en fonction des sociétés. Vous avez des matriarcats aussi qui existent, même s'ils sont très minoritaires, vous avez des patriarcats qui sont... Mais vous avez aussi des matriarcats, vous avez des rapports très différents, donc du coup les gender studies vont dans ce sens-là. Je vais quand même malgré tout affronter la difficulté de penser une spécificité de l'esprit féminin. On l'a touché du doigt parce que vous l'avez suggéré, mais si on creusait un peu, en fait, c'est assez compliqué. Oui, les femmes, les féministes pouvaient être très féminines, il y avait les garçons, et puis il y avait d'autres qui étaient très féminines. Et alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce très féminine? C'est compliqué. Bon, peut-être les cheveux, peut-être la jupe, la robe. Bon, et après, voilà. Ce qu'on a à notre disposition... pourquoi Picasso? Oui. Pourquoi Picasso? Parce que... Non, mais on travaille comme ça. Je donne pas mal de conférences à la médiathèque qui sont des conférences de pop philosophie. On travaille à partir d'images, de la culture ordinaire, etc. Et puis donc on suit le parcours, et les images nous inspirent. Parce que à la fin du 19e et début 20e siècle,
va se recouper sur cette question de savoir ce que sont les femmes, donc le mystère féminin, comme on l'appelle à l'époque, encore aujourd'hui, je dirais. Aussi le mystère africain. Et vous avez un recoupement là qui est très bizarre, qui se fait à partir de Picasso, de la psychanalyse et du surréalisme. Voilà, un moment un peu trouble, où Freud parle très facilement du complexe de castration, de la construction du garçon, du machin, etc. Puis quand on dit, bon, alors la femme, ça marche comment? Là, il dit, la femme est un continent noir. C'est-à-dire, je ne sais pas. Mais si je devais l'associer à quelque chose quand même, c'est ce mot, cet endroit un peu trouble, de sorcellerie, de gris-gris, c'est l'origine du monde, d'accord, hein, c'est l'origine de tout, ok, de l'humanité, mais on ne sait pas comment ça marche, c'est mystérieux. Et du coup, vous avez un recoupement là qui est assez bizarre et qui va nourrir les œuvres de Breton, les œuvres de Picasso, etc. Là, ceux qui ont eu la chance de voir cette exposition au musée du Quai Branly, ou qui peuvent récupérer le catalogue, c'était une exposition vraiment extraordinaire, Picasso primitif, et on voit tout ce que Picasso doit à l'art africain, qui s'échange à l'époque, enfin ils s'échangent des masques, ils font venir des choses du fin fond de l'Afrique, qui passent par tout un tas de circuits, mais vraiment ce sont des denrées extrêmement rares et qui nourrissent beaucoup leur nouveau langage graphique, quoi. Mais qui va avoir un équivalent aussi du point de vue de la question de l'identité de la femme, sur mettre des mots en fait sur ce qui serait l'identité spécifique. Voilà. Alors, le cadre global, c'est celui-ci. On ne naît pas femme, on le devient. Donc cette phrase de Simone de Beauvoir que vous connaissez. Bon, d'accord. Donc on construit une identité féminine, une identité masculine. Le fond, finalement, ça va être de savoir si tout est produit par la culture ou s'il n'y a pas quelque chose qui résiste malgré tout aux productions de la culture et qui font que, malgré tout, il y a une différence. Le contexte dans lequel nous sommes, je recadre un peu, le contexte dans lequel nous sommes, c'est, bon d'accord, nous sommes conscients que nous produisons des archétypes, des clichés, qui sont catastrophiques parce qu'en fait, ils justifient de la domination. Donc il faut absolument changer les clichés. Une fois qu'on les aura changés, alors on aura de l'égalité. Donc là, je vous ai mis, pour ne pas citer le groupe, j'ai feuilleté quand même des catalogues de jouets. Hein. Voilà, donc les garçons prêts à sauver le Père Noël, donc voilà ce qu'on leur dit, vous allez être les sauveurs de l'humanité, vous êtes courageux, etc. Et puis les filles, eh ben, la plus belle pourra les jouer. Hein. Voilà. Et une autre page, je vous le dis, c'est le catalogue Monoprix, donc on ne peut pas a priori... Ouais, c'est tout récemment, alors que tout le monde fait des efforts. Tous les catalogues de jouets, tous les vendeurs de jouets font maintenant très très attention de séparer, enfin de ne plus sexuer plus outre mesure les jouets, voire même d'inverser les rôles, donc avec des garçons qui sont en train de bercer les petits enfants, les filles, donc des catalogues de jouets polynésiens si vous voulez. Donc voilà, c'est très bien. Mais là, on voit qu'il y a quand même une vraie résistance, et donc c'est ce truc-là sur lequel il faudrait essayer de revenir. Quel modèle proposons-nous aux enfants? Vous voyez, Dora, sexy, fashionista, et Bob, beau gosse killer. Donc là, on a le cliché. Voilà. Est-ce qu'on peut on peut dépasser ce cliché tout en ne niant pas les particularités et finalement cette différence? Est-ce que le but, c'est que tout le monde qu'on fasse tous la même chose, ou qu'il y ait bien une différence qui soit assumée? Je fais référence à Billy Elliot parce que c'est pas seulement une question des garçons et des filles, et puis un garçon dans un lieu ouvrier, viril, dans un contexte difficile où on veut lui apprendre à se défendre dans une société qui est dure, donc on lui apprend la boxe. Et puis lui, ce qu'il aime, c'est ce qui se passe au bout du gymnase, c'est-à-dire le cours de danse. Donc il y va, mais il n'est pas vraiment à sa place, et qui va développer en fait une danse particulière, qui est la danse des hommes. Voilà, mais quand on regarde cette image, on s'aperçoit que même les filles ont chacune leur manière propre à cet âge-là, hein, d'être féminine. C'est là que cette affiche était intéressante, c'est-à-dire qu'il y a quand même des postures différentes, des rapports au corps qui sont différents. Vous voyez la première qui est dans une position assez autoritaire, un peu virile, on dirait, hein, qui se pose là, et qui a une présence presque inquiétante. La deuxième,
qui est un peu vaporeuse, un peu dans l'imagination, qui est pas très présente, mais plus effilée, plus affinée, etc. La troisième qui est dans un rapport douloureux au corps, elle a envie de faire pipi, c'est compliqué, et elle ne sait pas comment gérer son corps, donc bon, c'est une violence. Voilà. Et puis la quatrième qui essaye de trouver un modèle. C'est comme ça que je l'interprète. Elle regarde les autres, c'est une intellectuelle, c'est pas une danseuse, donc elle est là, mais elle sait pas trop, vous voyez. Donc on peut imaginer qu'il y aurait une cinquantaine de femmes et de petites filles qui seraient en fait chacune des filles différentes, vous voyez. Donc ça nous montre malgré tout une diversité. Et voilà, alors je me suis dit que pour rendre compte de cette diversité, il nous fallait un point commun, un gros point commun philosophique, et voir comment il pouvait être traité par des garçons, enfin un garçon et une fille. C'est en philosophie ce qu'on appelle, c'est une expérience de pensée, l'anneau de Gigès, pour vous raconter l'histoire. Donc Socrate discute avec quelqu'un qui ne croit pas à la moralité, il dit ouais, les hommes sont moraux que parce qu'ils ont peur. S'ils avaient le pouvoir, ils n'agiraient pas moralement. Et je vais te le montrer. Imagine, toi tu connais cette histoire, c'est un berger qui, à la suite d'un tremblement de terre, découvre un anneau, et quand il met cet anneau à son doigt, il devient invisible. Vous voyez comment cette histoire racontée par Platon va donner ensuite une trilogie de succès. Et quand il met cet anneau, donc les gens se mettent à parler de lui comme s'il n'était pas là, donc il découvre ce pouvoir. Et je vous raconte l'histoire. Alors peut-être que je l'ai là. Je voulais noter, voilà. Supposons à présent qu'il existe deux anneaux de ce genre, l'un au doigt du juste, l'autre au doigt de l'injuste. Il n'y aurait personne, semble-t-il, d'assez résistant, c'est important ce terme de résistant, pour se maintenir dans la justice et avoir la force de ne pas y toucher, alors qu'il aurait le pouvoir de prendre impunément au marché ce dont il aurait envie, de pénétrer dans les maisons pour s'unir à qui lui plairait, et de tuer les uns, libérer les autres de leur chaîne selon son gré, et d'accomplir ainsi dans la société humaine tout ce qu'il voudrait à l'égal d'un dieu. Et donc Gigès prend l'anneau, il se met à voler au marché, à posséder la femme du roi, et à tuer le roi et à prendre le pouvoir. Ça, c'est la version masculine, qui est confirmée par exemple par le dernier film de Holoman, hein, l'homme invisible. L'homme invisible devient invisible, le premier truc qu'il fait, il va dans l'immeuble en face et il viole la femme qui est en face. Donc vous avez une application de ce truc-là. Voyons maintenant la version qu'en donne la créatrice d'Harry Potter, Rowling, qui dit, donc c'est avec le même objet, enfin à peu près le même objet, c'est la cape d'invisibilité. L'objet qui fait qu'il devient invisible, et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand il devient invisible? On pourrait penser qu'il ferait comme dans n'importe quel roman ou œuvre d'un homme, c'est-à-dire qu'il se mettra à exercer sa puissance. Mais là, pas du tout. Pas du tout. Avec cette cape invisible, il va faire avancer la justice, chercher des informations pour en faire profiter d'autres, et puis ne rien faire qui soit contraire à la loi et à la morale. Et du coup, cette idée omniprésente dans notre société que les hommes, qu'il faut se prémunir du pouvoir, il faut se prémunir des hommes, et que tout est dangereux, etc., parce que c'est le monde des humains. Non, en fait, ce n'est peut-être que le monde des hommes. Des hommes au sens masculin du terme. Et que du coup, si les femmes avaient un autre monde à proposer, eh ben, en fait, ils se rapprocheraient peut-être plus de celui-là. On le voit sur la question de la guerre avant. C'est-à-dire que c'était ceux qui engendraient, c'est-à-dire ceux qui avaient souffert l'accouchement qui organisaient les guerres, ben, il y aura peut-être moins de guerres, si vous voulez. C'est tout ça un peu plus compliqué que ça. Enfin, je résume un peu. Et donc, cette vision du monde, il faut malgré tout essayer de mettre des mots dessus. Et il me semble que c'est autour de l'art qu'on peut le voir, et peut-être d'un art un peu particulier, parce qu'il a toujours été considéré comme extrêmement féminin. C'est le mouvement impressionniste. C'est pour ça que parmi tous les mouvements de l'art, c'est évidemment pas dans l'art classique, néoclassique, etc., qu'on peut trouver une piste. Et il se trouve qu'il y a il y a 15 jours, une historienne de l'art, une grande historienne de l'art, Linda Norlin, vient de mourir, et qui avait écrit un texte dans les années 70 qui était intitulé « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» Question radicale, c'est-à-dire qu'elle a un ami elle est commissaire, enseignante, commissaire de vente d'art, enseignante et aussi artiste, et elle connaît le problème. Et puis, il y a un galeriste qui lui dit « Bon, j'aimerais bien faire une œuvre, une exposition égalitaire. Le problème, c'est que je ne trouve pas d'œuvre de femme à l'égal de ce que je veux produire, pour ce que je veux exposer pour les hommes. »
Et elle affronte la question de manière honnête en disant mais oui c'est vrai, il n'y a pas eu de Shakespeare, il n'y a pas eu de Goethe, il n'y a pas de Mozart, il n'y a pas de Beethoven féminin, il n'y en a pas. Si j'en cherche, il n'y en a pas un. Et elle défend l'idée que c'est finalement tout le circuit de l'art, tout le système structurel du monde de l'art, ses institutions, ses instances de validation, de choix, de cooptation, etc., qui a empêché les femmes d'accéder à l'art. D'accord ? Et elle défend une autre idée, donc on commence à toucher notre sujet, c'est que finalement, s'il y a quelque chose de spécifiquement humain, c'est le réalisme. Les hommes sont idéologues, ils sont dans l'abstraction, ils sont dans des choses un peu nébuleuses, mais les femmes, elles, sont extrêmement réalistes. Et un art féminin, ce serait un art réaliste. Alors elle défend ça gouverne, puisque c'est une disciple de Courbet, et donc elle est tout à fait dans cet art réaliste. Et elle dit finalement, le problème, c'est à peu près, c'est moi qui traduis, hein, c'est à peu près le même problème que dans le sport. On parlait de performance physique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les hommes sont meilleurs en athlétisme, en machin, etc. C'est parce qu'on a créé des jeux de compétition où les hommes seront toujours valorisés, qui tiennent à leur forme de musculature ou leur forme de performance. Mais on a choisi en fait les règles exprès pour qu'ils soient valorisés. Dans l'histoire des Jeux Olympiques, je vous rappelle que Coubertin avait comme projet de monter les Jeux Olympiques, donc de réhabiliter les Jeux grecs, dans l'objectif de montrer la supériorité du monde de la race blanche, donc le concept de race était utilisé à l'époque, hein, sur la race noire. Ce qui a complètement échoué. C'est le drame des Jeux de Munich avec Hitler, c'est Jesse Owens qui remporte tous les... Et puis les athlètes qui viennent le voir et qui disent bravo, et le public qui applaudit. Donc c'est le drame et Hitler quitte le stade. Donc, mais pourquoi ? Parce que ça a été choisi. C'est la testostérone, maintenant on sait, c'est chimique, on a choisi... Mais si on avait pris d'autres critères, eh ben, on aurait eu d'autres résultats. Je vous donne par exemple sur les courses de trail, le marathon, etc. On pense que peut-être que d'ici 20, 30, ou en tout cas c'est possible, c'est physiologiquement possible que des femmes soient meilleures que les hommes. Parce qu'elles ont des particularités, une structure, une combinaison chimique, etc., qui font que, en fait, elles pourraient être meilleures. Plus les gens sont vieux, plus ils sont meilleurs sur ce genre d'épreuve, et plus, en plus, les femmes ont une chance de s'en sortir. C'est possible. Mais sur l'impressionnisme, ça ne marche pas. Ce texte qui fait autorité, hein, donc pourquoi n'y a-t-il pas eu de grande artiste femme ? Ça ne marche pas parce que, d'abord, c'est un art qui n'est pas tout à fait réaliste, je dirais. D'ailleurs, on lui a reproché beaucoup de ne pas être réaliste. On disait à Monet, à Manet, Pissarro, mais on n'a jamais vu des arts pareils, on n'a jamais vu des corps pareils, etc. Donc on leur a reproché le manque de réalisme. Et c'est peut-être malgré tout le mouvement artistique. C'est-à-dire, si je vous montrais ces deux tableaux, si vous ne le connaissez pas, vous auriez du mal à me dire si c'est un homme ou une femme qui l'a fait. Je vais prendre celui-ci. Si vous ne les connaissez pas, hein, si vous les connaissez, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, dans le masculin et le féminin. Ça, c'est un tableau de Berthe Morisot. Berthe Morisot, donc, qui est la meilleure des peintres impressionnistes, et qui, si l'histoire n'avait pas été organisée par des hommes, aurait pu être la plus grande peintre impressionniste. Il n'y a pas de raison, si ce n'est des raisons sexistes ou misogynes, qui ait fait que... parce qu'elle, sur beaucoup de points, d'un point de vue formel, du point de vue de l'émotion, du point de vue de la sensibilité, etc., elle pousse beaucoup plus loin en fait les options développées par les impressionnistes. Mais malgré tout, on a un monde de l'art qui a mis de côté. Alors on voit bien, vous connaissez l'histoire des impressionnistes, hein, comment ils ont été exclus de l'exposition officielle, du programme officiel de l'exposition organisée par Napoléon III et par les peintres académiques, et qu'ils ont organisé leur contre-exposition, et qui va faire autorité en fait dans le monde de l'art. Mais finalement, ce moment-là peut être interprété comme le moment où les femmes, ou le féminin, on va dire, l'esprit féminin reconquiert un espace et va se faire reconnaître. Voilà. Où les hommes acceptent leur côté féminin aussi. Malgré tout, et je terminerai sur ces deux images, on a
aujourd'hui une situation où le féminin et le masculin sont des termes troubles, où malheureusement, à mon avis, hein, on cherche à niveler au nom de raisons tout à fait légitimes cette idée, et que finalement il n'y ait pas de différence. Vous voyez, c'est difficile de dire oui, il y a du féminin ou du masculin, parce qu'aussitôt la discussion va très mal tourner. Donc c'est dangereux, et je pense qu'on est à un moment trouble où malgré tout il faudrait assumer cette altérité en soi et en dehors, et entre les individus. Et Camille Claudel est peut-être celle qui a inversement. Camille Claudel, alors que c'est une artiste romantique, le trouble qu'elle a, c'est bien aussi cette dimension masculine finalement dans sa peinture. Ceux qui ont vu l'exposition qui avait lieu à Biarritz s'en souviennent. C'est émouvant, d'accord, mais c'est d'une efficacité, d'une virilité, je dirais, aussi extrêmement puissante. Et inversement, c'est peut-être l'une des premières à avoir eu du mal à assumer cette dimension. J'aimerais vous parler, enfin, si j'étais historien de l'art, je consacrerais ma vie à la réhabilitation ou la reconnaissance de cette artiste, qui est une Finlandaise, qui s'appelle Hélène Scherfbeck. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît. Dans l'euro finlandais, pour la première fois, c'est la première personne qui a été mise sur la pièce de l'euro, c'est elle qui a été mise. Un jour, on reconnaîtra, il y a plusieurs grands artistes qui le disent, c'est une artiste de la fin du 19e et début 20e, que si le monde de l'art n'était pas organisé par des hommes, Hélène Scherfbeck aurait été une des plus grandes peintres du 20e siècle. Et si vous regardez ses peintures, c'est hallucinant. Sauf que, alors c'est la Finlande, qui n'est pas une grande productrice de peinture, et puis c'est une femme surtout, quoi. Donc voilà. J'aimerais conclure par cette phrase de Linda Norlin, qui nous donne un peu les perspectives sur ce qui devrait être construit. Elle nous dit « L'inégalité de départ est peut-être une excuse, mais ce n'est pas une position intellectuelle. » Alors ça l'est d'autant moins qu'elle sait que les minorités, les marginaux en art ont souvent été les plus productifs. C'est justement par la domination qu'en fait on cherche des moyens d'exprimer de manière symbolique, artistique, déviante finalement, tout ce qu'on ne peut pas faire sur l'espace qu'on ne contrôle pas. Donc souvent l'art a été plus productif par la bande. Donc ça ne peut pas être une excuse si vous voulez. Et elle le sait. Plutôt en utilisant le point de vue de leur situation de dominés dans le champ de la grandeur, d'outsiders dans celui de l'idéologie dominante, les femmes sont en mesure de révéler les faiblesses institutionnelles et intellectuelles en général, et en même temps qu'elles détruisent les fausses certitudes, participer à la création d'institutions qui, les idées claires visant l'excellence, sont autant de défis ouverts à tous, hommes ou femmes, assez courageux pour prendre le risque nécessaire pour sauter à pieds joints dans l'inconnu. Voilà. Il me semble qu'elle nous donne un peu les perspectives. C'est écrit en 1970. Vous voyez, on a encore tout ça à faire. Voilà. Je laisse l'image de Sappho. Cela dit, si on a 2-3 minutes, je veux bien répondre à quelques questions parce que je suis allé en bas. C'est exactement ce qu'on va faire. Voilà. On a plus de questions. En rappelant cependant qu'à midi moins 5, impérativement, vous êtes tous invités au cocktail offert par la mairie à la salle des ambassadeurs, juste à côté. Et d'ailleurs, quand je dis la salle des ambassadeurs, j'en profite pour saluer l'arrivée de M. Cheikh Diarra, l'ambassadeur du Mali, avec son épouse Ami. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Georges. Je suis comédien et je commence à collaborer avec Gaël Rabas et son équipe. Juste, l'actualité nous rattrape. L'égalité homme-femme, actuellement, dans l'Aveyron, la compagnie avec laquelle je travaille à Toulouse, et le metteur en scène Yuan Bray, tourne un spectacle qui s'appelle X, Y et moi, sur l'égalité homme-femme. Ce spectacle est subventionné par les institutions, une convention tripartite, département, je ne sais plus, les deux autres partenaires dans l'Aveyron ont été signés. Et hier, ils ont appris que
7 de leurs représentations ont été censurées, annulées dans 7 collèges et lycées avéronnais. Voilà. Donc je trouve que, évidemment, de parler de cette problématique homme-femme ne devrait pas exister. Bien sûr, il faut en parler parce qu'il y a un grave problème. Mais je pense que cette actualité-là peut faire le lien avec la pertinence de ce colloque, bien sûr, et la pertinence aussi des artistes qui s'attaquent avec leurs moyens à ce problème-là. Voilà. Donc vous pouvez avoir des infos là-dessus sur le net. En fait, cette censure est arrivée suite à la publication par un magazine qui s'appelle Riposte catholique, de la Sphère, qui prétend que ce spectacle, qui a déjà tourné une cinquantaine de fois à Midi-Pyrénées, est lobbyisé par LGBT. Voilà où on en est encore aujourd'hui. Ben voilà, dans notre chère nation et République française. Je vous remercie beaucoup. Juste pour... ça veut dire que... Enfin, ce que j'essayais de montrer, hein, c'est que à la question de l'égalité homme-femme, enfin, cette question de l'égalité homme-femme ne pourrait être résolue que quand nous aurions résolu en plus, en dessous, l'égalité féminin-masculin, qui du coup est beaucoup plus transversale en fait. C'est-à-dire que quand chacun se sera réconcilié avec la complexité de ce qu'il est, alors on aura une piste de résolution du problème. Ouais, et connaissant le propos du spectacle, c'est là-dessus que mes camarades artistes, auteurs, metteurs en scène et comédiens se sont interrogés. Ils sont partis de là, ils ne sont pas partis uniquement que sur les clichés. Ce n'est pas péjoratif ce que j'ai dit là. Ce que vous avez montré par rapport au catalogue, Monoprix, etc., ils s'en servent pour toucher au plus près et argumenter et concrétiser leurs propos. Ils se sont vraiment interrogés sur ce que vous avez très bien décrit et interrogé pendant votre conférence. Voilà. Oui, sachant qu'en plus tout conspire. Le problème, c'est qu'il faut toucher à tellement de points. Tout conspire, la culture, les lieux symboliques d'exposition, les films. Regardez les affiches de films. Regardez les affiches de films, c'est hallucinant. Enfin, c'est du Freud page 5, quoi. C'est vraiment d'un basique étonnant et qui perdure encore aujourd'hui. Ils se rendent compte, en plus, parce que leur spectacle est mis directement dans les classes, et après ils consacrent 50 minutes à une rencontre-débat. En fait, c'est une conférence théâtralisée. Ils ne se contentent pas de jouer, c'est une fausse conférence, donc, une fausse vraie conférence. Et dans les débats, ils ont des retours de lycéens de collège. Ah, c'est assez inquiétant. Parce qu'il y a vraiment un travail de déplacer le regard au niveau de l'éducation. Sachant que vous c'est incroyable comme tout cela, et il faut revoir la copie, quoi. Voilà. Et je voulais ajouter que vous n'êtes même pas sûr de pouvoir compter sur les enseignants parce que les analyses psychologiques et un peu sexuées qu'on a fait des comportements des enseignants révèlent qu'eux-mêmes véhiculent et appliquent des répartitions qui sont très étonnantes sur le fait qu'une fille doit avoir un cahier bien tenu, sur le fait qu'on envoie spontanément plus facilement une fille au tableau faire les corrections parce qu'on s'attend à ce qu'elle écrive correctement et si jamais elle ne le fait pas, ce sera pas normal. Alors qu'un garçon, s'il écrit pas correctement, c'est pas grave, c'est normal, c'est un garçon, quoi. Vous voyez, donc et là on a aussitôt, enfin ancré même dans les processus éducatifs des vraies différences. Oui, voilà. Bon, je passe le micro parce que sinon. Ça va mettre plus loin parce que copie égale. Oui, je dis ça va même plus loin parce que des études ont montré que la copie égale de maths, eh bien, si le correcteur sait que c'est une fille, il va mettre une note inférieure à celle d'un garçon. Ça a été vraiment prouvé. Merci, Saleh Bouvet. En fait, les différentes interventions m'ont vraiment rappelé certains trucs comme le livre des morts en Égypte, qui vraiment collabore avec ce qu'a dit
France que les religions sont des résidus des grandes civilisations. Ce livre-là nous démontre, par exemple, pourquoi les ablutions en islam, pourquoi la croix chez les chrétiens, etc. etc. Et ça me renvoie aussi à un film très intéressant qui m'a marqué, c'est le film Tapa Panga de Adama Drabo, qui, à un certain moment, il y a tellement de désordre dans le monde comme aujourd'hui. Chez les Dogons, ils ont essayé de trouver la solution, c'est qu'il faut changer les rôles. Les hommes doivent jouer dorénavant le rôle des hommes, des femmes, et les femmes doivent jouer le rôle des hommes. Et je vous invite vraiment à chercher ce film-là. Vous aurez la solution que le monde est créé tel que chacun doit jouer son rôle et que les hommes sont et les femmes sont complémentaires. Et tu veux bien, s'il te plaît, Boubé, excusez-moi, redonner le titre du film. Tapa Panga, c'est-à-dire le pouvoir des Merci. Du pagne, oui. Et dans l'épopée, en tant qu'auditeur, ce qu'on a constaté, c'est que le mal vient toujours de la femme. Ce qu'on appelle la femme fatale. Et on attribue toujours la déchéance des grands empires par le péché d'une femme. Donc je pose une question quand même à France, à travers vos recherches et vos rapprochements. Est-ce que vous avez essayé de faire une étude comparative entre la civilisation de l'Égypte antique pharaonique et la civilisation maorite? Et la civilisation, entre la civilisation maori et puis la civilisation de l'Égypte. De l'Égypte. Non, j'ai pas assez étudié l'Égypte pour ça. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Quand vous parlez des hommes qui jouent un rôle de femme et des femmes qui jouent un rôle d'homme, en Polynésie, on a ce qu'on appelle les re-re, qui ne sont pas... Ça n'a rien à voir avec le sexe, enfin, avec la sexualité. C'est d'ailleurs parce que dans les familles, il y avait beaucoup il y avait toujours plus d'hommes que de garçons que de filles. Chez nous, la grande valeur, c'était la femme, c'était pas le garçon, parce qu'il n'y avait pas de guerre qui tuait tout le monde. Et puis, il naît dans le monde entier toujours plus de garçons que de filles. Mais il n'y avait pas de mortalité infantile. Ce qui fait qu'il y avait toujours plus de garçons que de filles. Donc, de façon presque naturelle, les femmes, c'était le paradis des femmes plutôt que celui des hommes au départ. Pour des raisons numériques. Parce qu'il y avait, les femmes pouvaient avoir 2 mecs, 2 garçons. C'était plus compliqué pour un homme d'avoir 2 femmes. Vous voyez? Donc, alors je ne sais pas du tout par rapport à l'Égypte, mais je sais que pour des raisons de santé, de bonne santé, d'absence de mortalité infantile, en plus les femmes maoris, depuis toujours, connaissent la contraception. Elles avaient des moyens naturels de contraception, donc elles avaient un enfant tous les 4-5 ans, contrairement aux Européennes ici, qui avaient des enfants tous les ans et qui pouvaient mourir d'épuisement. Vous voyez? Ce qui fait que on n'a pas du tout le même rapport. Moi j'ai eu 5 filles, c'était considéré au Tuamotu comme la couronne d'étoiles. Une merveille d'avoir 5 filles. Alors que en France on me disait, ma pauvre, t'as que des filles. Enfin, vous voyez, et c'était un grand honneur pour moi d'avoir 5 filles. Merci beaucoup France, mais on est obligé d'abréger. On va prendre la dernière intervention. Oui, alors, il est moins 10. J'ai eu beaucoup de plaisir, comme toujours, à vous écouter. Alors, juste une remarque. On a souvent l'impression, ou on donne souvent l'impression, que la situation de la femme et l'infériorité par rapport à l'homme au sein de la civilisation, de l'histoire, etc., est un phénomène continu, alors qu'il y a eu des périodes, en France notamment, où la situation de la femme était bien meilleure qu'elle n'a été après. Je prends juste une comparaison. Le 19e siècle a été une régression, par exemple, par rapport au 18e. Alors, tout n'était pas parfait, hein. Le temps s'en faut. Mais par exemple, la veuve, au XVIIIe siècle, avait une situation tout à fait enviable, Madame de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses, où c'était Célimène un peu avant dans le Misanthrope, et je pourrais multiplier des exemples, où là, le statut de la femme, il fallait d'abord
qu'elle se soit donc détachée de son père puis de son mari, était à ce moment-là très importante. Et on pourrait, enfin je ne vais pas le faire maintenant, trouver des exemples justement qui montrent ça, et après, au contraire, ça a régressé de la même manière que ce n'est que on l'a vu dans le courant du 19e, que l'enfant a commencé à naître, hein, et non pas un homme ou une femme en miniature, et ce n'est que dans le courant du 19e, Aliès l'évoque très bien par exemple. Oui, tout à fait. En fait, il y a une diversité des fonctions qui permettaient un peu à la marge, malgré tout, d'avoir une position plutôt enviable et extrêmement libre. Par exemple, quand on voit l'amour courtois. L'amour courtois, c'est une relation qui n'est pas tant entre l'homme et son mari, mais entre l'homme et sa maîtresse. Du coup, la maîtresse entretenue avait une liberté beaucoup plus grande et aussi accès à beaucoup de choses. Mais la place de la prostituée de luxe aussi, il y avait des femmes, ou les grandes prêtresses dans la tradition antique aussi, hein, des femmes qui, à la marge, finalement, pouvaient avoir des positions plutôt enviables. Madame de Staël, qui est extrêmement influente. Voilà, c'est que le ministre du budget, effectivement. Donc ça laisse un peu de liberté. Mais par contre, sur le fonctionnement de la société, effectivement, on a quand même une norme. Mais c'est étonnant de voir que c'est par la marge que finalement l'émancipation va se faire et que les choses vont avancer. Mais c'est très étonnant de voir, par exemple, cette bataille en 1789 pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, et les femmes qui se font voler la Révolution. Elles sont là, elles sont dans les barricades, elles préparent la soupe pour tout le monde, elles se battent comme les autres. Et à la fin, on leur dit non, mais c'est la révolution des droits des hommes, hein. C'est pas vous les femmes, c'est pas dedans. Et je me souviens de la première ministre suédoise qui était arrivée sous le quinquennat de Sarkozy et qui lui avait demandé, bon, maintenant, à l'occasion de la réflexion sur les droits de l'homme, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appeler la Déclaration universelle des droits humains, s'il vous plaît, monsieur? Et il avait dit non, c'est hors de question. On ne change pas, ça restera les droits de l'homme. Vous voyez, donc il y a quand même une longue tradition politique où il faut que les femmes soient extraites du pouvoir.